On dit quoi avec Lucie Bouteloup. Cette semaine, nous parlons des violences faites aux femmes en Afrique. Qu'elles soient physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, le continent africain est celui qui enregistre le plus de violences genrées dans le monde. Alors comment expliquer de telles pratiques? De quels moyens disposent les victimes pour s'en sortir? On en parle avec mes invités. Alors on dit quoi? Présenté par Lucie Bouteloup. Tous les samedis à 11h10 TU sur RFI. RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous et bienvenue dans le Café des Sports de France 24, de RFI et aussi du Facebook Live. Ce premier Café des Sports de l'année 2024. Alors, toute l'équipe et moi-même, on vous souhaite une très joyeuse année, très belle, très bonne et très agréable surtout à suivre, notamment évidemment sur les rectangles verts et particulièrement en Afrique, évidemment. Bonjour Rémi Ngono. Bonjour Annie. Bonne année. Santé, prospérité. Vous êtes en forme? Et surtout, ah oui, la seule chose où je ne suis pas très en forme, c'est qu'il semble que mes poches sont trouées. Mais sinon, prêt pour rentrer sur le terrain? Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Oui. Bonjour Xavier. Bonjour Annie, bonjour à tous. Bonne année aussi à Oui, vous. meilleurs vœux à tout le monde, à nos auditeurs en particulier. Bonjour Philippe Doucet. Meilleurs vœux, Madame Annie. Bonjour Monsieur Philippe. Tout va bien? Tout impeccable. Vous aussi prêt à rentrer sur le terrain? Sur l'arène. Oui. Enfin. Ouais. On l'attend depuis longtemps, cette canne. 2 ans. Oui, mais celle-là, je sais Ça pas, aurait on pu l'attend être plus court. que les autres. Ah oui, peut-être. Et on va en parler. Bonjour Frédéric Suto. Bonjour Annie, bonjour tout le monde, Est-ce bonne que tout le monde est là? année. Tout le monde est là, les auditeurs, la course contre la montre là pour être le premier à nous donner quelques nouvelles du continent. Mamadouba qui a dû lire le menu sur la page Facebook de Radio Foot. Il faut comprendre que c'est une émission spéciale Cannes aujourd'hui, nous dit-il. On est obligé. Ça serait difficile quand même sur RFI et France 24 à la veille de ce début de compétition de ne pas en parler. Alors justement, au cœur de nos débats, cette CAN est désormais le compte à rebours et de quelques heures avant le coup d'envoi du premier match de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations. La fête africaine autour du ballon rond a déjà commencé au pays des éléphants. Les stades des 5 villes hôtes sont prêts. Et si les pachydermes vont loin dans la compétition, s'ils arrivent jusqu'au bout, qui sait, eh bien la fête sera totale. Qui pourrait gâcher la fête de la sélection ivoirienne? Beaucoup de stars se bousculent pour remporter le si joli trophée doré. L'hémorragie de joueurs vers leur sélection nationale peut déplaire et a dû déplaire dans les clubs européens, dépourvus pour le moins, pour 2 semaines, les 2 semaines du premier tour, de nombre de leurs joueurs. Consolation, la CAN, et donc leurs joueurs, est de plus en plus suivie dans le monde. La CAN, donc, vous l'avez bien compris, sous tous les angles, ce sera le sujet du Café des Sports, et de certains de vos cartons aussi, et puis certains des nôtres, évidemment. Au générique de cette émission, David Finzel m'a aidé à préparer l'émission et Laurent Salerno est à la réalisation. Souel Kedir, Yann Bourdela et Robin Crusno nous ont aidés aussi pour les moyens vidéo. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. J-1 donc, le coup d'envoi, on avait commencé à J-5 en début de semaine, et bien voilà, nous sommes au J-1, le coup d'envoi de la 34e CAN aura lieu dans quelques heures, dans une ambiance déjà très animée en Côte d'Ivoire, et particulièrement donc dans les 5 villes qui recevront des matchs de San Pedro au bord de l'océan jusqu'à Korogo tout au nord, et en passant par Abidjan, en passant par Yamoussoukro et par Bouaké.
Un bon thermomètre sans doute, et notamment pour ceux qui regardent les réseaux sociaux, mais aussi qui écoutent notre antenne, c'est cet accueil réservé aux sélections qui ont débarqué les dernières heures de leurs avions sous les applaudissements de la population locale, mais aussi de leurs admirateurs et des supporters qui se sont déplacés en nombre. Certains sont arrivés en dansant, et on pense aux Black Stars, on pense aussi aux Léopards. Pour recevoir leur Sili national, une petite histoire qui tourne par là, eh bien, des Guinéens ont marché 50 jours entre Conakry et Yamoussoukro. Alors, quelle passion, me direz-vous ? Une passion qui devrait nourrir la fête promise par les Ivoiriens. Ils assurent que cette CAN sera la plus belle jamais organisée. Et l'un de nos envoyés spéciaux à Abidjan, Olivier Pron, a déjà perçu quelques signes. Bonjour Annie, bonjour les amis, bienvenue à Baby-la-Douce, bienvenue à Abidjan. C'est ici, là, derrière moi, notamment au stade Félicia pour les anciens. Aujourd'hui, c'est le stade Félix Houphouët-Boigny, bien sûr, entièrement rénové pour l'occasion. C'était le stade phare. Depuis, on a construit le stade des Bimpe. Bref, c'est ici, entre autres, que l'on va assister à des matchs de la CAN. Et dimanche, ici d'ailleurs, Nigeria, Guinée équatoriale. Et Bimpe, c'est bien plus loin. Ce sera dès demain, bien sûr, l'entrée en lice de la Côte d'Ivoire face à la Guinée-Bissau. Vous le voyez, la ville vit bien. La Côte d'Ivoire est prête à accueillir cette 34e CAN. On sent bien que les Ivoiriens sont impatients. On voit des drapeaux un peu partout, on en voit se promener, on voit des maillots. Dans notre hôtel sont logés les Égyptiens, avec un certain Mohamed Salah. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire qu'il y a du monde à peu près partout, parce qu'il faut éviter trop de contacts, trop de selfies et de choses comme ça. Mais voilà, tout le monde s'installe petit à petit, tout le monde a hâte de commencer, bien sûr, parce que la ville, elle est accueillante, et le pays aussi, donc ça devrait être sympa. Il manque plus que vous, non, en somme? On arrive, Olivier, préparez-vous. Nous serons là, l'équipe de Radio Foot International, dans quelques jours. Il ne va pas commenter du balcon, hein. Non, mais je tiens à préciser. Je pense qu'il descendra dans la stade. Il sera bien en tribune. Voilà. Demain, surtout, pour le match d'ouverture. Alors, malgré quelques anicroches, évidemment, de ci, de là, on a l'impression que l'investissement énorme de la Côte d'Ivoire, les stades, les 5 des villes qui ont été ou construits ou rénovés, il y a aussi les routes, il y a des ponts. Il y a 1,5 milliard de dollars qui ont été investis ces derniers temps. On a l'impression d'un pays sur son 31, Philippe Doucet, et qui clame haut et fort Aquaba. Bienvenue. Oui, alors en chantant même. L'aspect infrastructure est toujours extrêmement important, et là-dessus, la Côte d'Ivoire n'a pas lésiné, a vraiment mis tous les moyens, et c'est formidable. Mais je pense que la CAN sera encore plus extraordinaire pour d'autres raisons. Elle sera encore plus... Parce qu'à la limite, le Cameroun aussi avait mis des installations magnifiques, l'Égypte avant. On peut parler de l'Afrique du Sud, qui a organisé une CAN après la Coupe du Monde. Donc on peut dire qu'au niveau infrastructure, il y en a eu des CAN où il y avait des infrastructures, des belles infrastructures. Là où je pense que la CAN de la Côte d'Ivoire va faire la différence, c'est qu'on sent une véritable effervescence, une envie de recevoir cette CAN comme rarement le Cameroun aurait pu, mais il se trouve qu'il faut se rappeler qu'il y avait le Covid à l'époque. Il y avait quand même pas mal de mesures, il y avait pas mal de limites. L'Afrique centrale aussi est moins accessible que ne l'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est vraiment très centrale. En plus, il y a 9 pays d'Afrique de l'Ouest qui sont qualifiés, donc tous ceux-là vont tous converger vers la Côte d'Ivoire. Bah, notamment les voisins, les Maliens, les Burkinabés, les Ghanéens. Voilà, et puis tout le monde aime Abidjan en plus, tout le monde aime faire la fête à Abidjan, donc je pense qu'il va y avoir un mouvement et une présence internationale comme assez rarement, et je pense que la fête va être d'une dimension considérable. Rémi, on attend 1,5 million justement de personnes, de visiteurs ou de curieux, on va dire, mais sûrement des amateurs de football et puis des supporters. Vous pensez que ça sera mieux que le Cameroun? Je crois que je ne voudrais pas entrer dans un chauvinisme, mais lorsqu'on voit ce qui se passe, par exemple, en Côte d'Ivoire, on peut se dire que ça peut être mieux parce que déjà, en préambule, Philippe Doucet avait déjà tout montré, que le cas du Cameroun était un peu particulier. Oui.
Et au-delà de Pendant ça, le Chan, on était allé au Chan. au-delà de ça, il n'y avait avant, pas un justement. vrai engouement parce que la première CAN du Cameroun avait été renvoyée. On avait parlé de glissement. La deuxième CAN, ce n'était pas la certitude absolue. Et puis, au-delà de ça aussi, on avait quand même constaté qu'au niveau de l'organisation, ce n'était pas exactement comme celle de la Côte d'Ivoire. Celle de la Côte d'Ivoire, Quel vous est le constatez plus que pour vous de la Côte d'Ivoire? Philippe parle d'un pays d'Afrique de l'Ouest un peu plus proche, finalement, peut-être déqualifié. le plus de la Côte d'Ivoire, c'est d'abord sur le plan touristique. Ils ont beaucoup investi. Le Cameroun, c'est un pays touristique, mais on n'a pas investi, on n'a pas voulu mettre ce côté-là. Et deuxième des choses aussi, il faut savoir que le chef d'État s'est investi particulièrement. Lorsqu'il y a eu un problème de stade, on a constaté une affaire de pelouse. Ah oui, non seulement le ministre a sauté, même le rapide, gouvernement hein. a été complètement secoué. Il s'est mis complètement dans le bain de la CAN. C'était un défi qu'il devait relever. Et maintenant aussi, au niveau de l'accueil, il y a autre chose. J'ai vu, par exemple, des comités d'accueil qui prenaient déjà des gens et qui applaudissaient. Ça fait de telle sorte qu'il y a un véritable engouement. Moi, j'ai vu comment les Lions ont été accueillis avec un bouquet de fleurs et tout ça, malgré le fait qu'il y a toujours un peu un côté rivalité entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, mais l'accueil qu'il y a eu là-bas montre quand même qu'il y a beaucoup de choses, et j'ai vu d'ailleurs des gens, comme vous avez d'ailleurs donné tout de suite un exemple, partir à pied, d'autres à vélo, d'autres ceci et cela. Cela veut dire que la CAN en Côte d'Ivoire, surtout que également aussi côté ambiance, la Côte d'Ivoire, tout comme la RDC, sont les pays qui font le mieux en ambiance parce qu'avec le coupé-décalé, ça va chauffer. Frédéric Suto, j'imagine que tous ceux qui nous écoutent, là, eux aussi sont prêts à faire la fête. On entendait sur l'antenne des RFI, par exemple, ce matin, qu'on est prêt à faire la fête en République centrafricaine ou à Kinshasa, même si, ou alors, dans le cas de la République centrafricaine, les fauves du Bazou-Bangui n'y seront pas. Oui, mais ça, voilà, il y aura quand même des drapeaux échos centrafricains là, qui arrivent et de partout, finalement. Hein, les messages arrivent du continent. Chacun soutient forcément sa sélection, son équipe. Mais oui, cette fête, la fête du football en Afrique, nous dit Roméo, Joseph Ouedraogo, bravo à la Côte d'Ivoire. Moi, ce que j'ajouterais par rapport à ce qu'ont pu dire Philippe et Rémi, oui, les infrastructures sont là, les touristes, la fête va être belle. Mais cette CAN, elle restera dans l'histoire si les matchs sont beaux, si on a une belle compétition sportive également. Hein, parce que c'est la promesse de quelque chose de grand, mais il reste encore une compétition à jouer. Encore que Philippe, une grande compétition, on peut penser à la Guinée équatoriale qui, sur le vif, comme ça, avait été désignée 60 jours avant le début d'une compétition et qui avait accueilli une CAN. Et finalement, c'était des petits stades, c'était à une petite échelle, mais finalement, ça avait été une très belle fête aussi. On n'a pas besoin de stades grandioses non plus. C'est pas forcément ça qui fera le sel de la fête. Je suis tout à fait d'accord. Par moment, il y a eu un peu de gigantisme. La Côte d'Ivoire n'y a pas totalement échappé. Hein. Le Cameroun non plus. On a fait un peu dans le gigantisme et ça rappelle que les meilleurs CAN n'ont pas été, par exemple, l'Angola, qui avait mis énormément de moyens, etc. Moi, le Burkina Faso en 98, voilà, Burkina-Mali au tournant des années 2000. C'était extrêmement sympa. C'était les CAN les plus sympas. Et vous avez raison, 2015 n'était pas du tout désagréable avec les petits stades de 7-8 000 places de Mongomo et Bébine. Exactement. Et je suis d'accord avec vous. Je pense que par moment, on en fait un petit peu beaucoup sur des éléphants blancs qui finalement... celui du nord du Gabon qui est oublié là dans sa savane, c'est un peu triste. Et c'est très triste parce que finalement, c'est des stades qui ensuite ne servent pas beaucoup. Ouais. Et finalement, il vaut mieux parfois... Je suis étonné qu'on ne fasse pas d'ailleurs des stades à capacité variable par moment. Je pense que peut-être que le stade de Korogo, si vous voulez, à 20 000 places... Ensuite, ça va être très difficile de l'utiliser. Je ne sais pas s'il est en ville ou loin en plus. Un peu loin. Mais parfois, les stades loin comme ça, loin et de 20 000 places, même le club local ne va pas jouer là-bas. Ouais. C'est quand même très dommageable. Il vaudrait mieux, à la limite, faire un stade de 5-8 000 places et qu'après, extensible avec des tribunes provisoires, et puis après, on démonte. Ce serait plus raisonnable. On ne démonte pas toujours. Hein. Ouais. Pas toujours. Au Qatar, on ne démonte pas. On ne démonte pas. Xavier Barré, justement, Frédéric, il a lancé la perche, alors saisissons-la. Effectivement, la compétition et la fête peut être belle. D'abord, s'il y a donc les conditions, et on voit que les conditions
et d'ailleurs atmosphérique, puisque ça se déroule de nouveau en hiver, on y viendra tout à l'heure, mais parce que théoriquement, il y a moins de pluie. Mais surtout, on peut aussi se dire, c'est si... une fois que le niveau organisationnel est dit, c'est aussi le niveau de la compétition, le niveau des matchs. Et là, on aura quand même pléthore de stars, hein, si je vous en cite. Je vais pas toutes les donner, mais entre Mo Salah, Victor Osimhen, Sadio Mané, Achraf Hakimi, Chancel Mbemba, Riyad Mahrez et d'autres, ça veut dire qu'il y a beaucoup de stars et que ça, c'est garanti d'un bon spectacle. Alors ça, en tout cas... Comment? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? La première des ça qu'il fallait citer. André Onana. Ah non, mais c'est la vraie star qu'il fallait citer, c'est Aboubacar Vincent. Le dernier meilleur buteur de la CAN. Sadio Mané est le tenant du titre. Hein, et Kalidou Koulibaly. Merci Rémi, merci. J'avais pas oublié. Priorité à l'âge. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ces grands joueurs, il y en a plein, vous avez cité, qui n'ont jamais gagné cette Coupe d'Afrique des Nations. Là, il y en a beaucoup sur Mo Salah. Oui, il n'a jamais gagné. Il y a que Didier Drogba, on l'a rappelé dans l'émission cette semaine. Oui, ils n'ont jamais gagné. Donc quand on regarde leur palmarès, on dit il a gagné avec Liverpool, il a gagné avec Chelsea, il a gagné avec le Bayern. Oui, mais avec son pays, il n'a rien gagné. Regardez ce que ça a fait pour Messi. Toutes ces années à courir après un trophée. Didier Drogba, ça fait pâlir son aura. On en a parlé cette semaine dans Radio Foot. Quelque part, le fait qu'il n'ait pas réussi à gagner avec la Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui lui manque sûrement. Ça change, oui, mais à son palmarès, il a gagné partout, sauf avec son pays. Il est allé en finale 2 fois et il a perdu. Il n'a pas réussi à être élu à la tête de la fédération. Oui, non, mais peut-être qu'indirectement. Donc, la garantie d'un beau spectacle, pas forcément, parce qu'on sait que l'enjeu peut tuer le jeu. Mais ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, il y aura de l'implication. Ça, c'est évident. Vu les espérances qu'il y a dans toutes ces grandes équipes pour arriver à gagner et pour un certain nombre de stars à gagner enfin, on a la garantie que là, on va avoir une compétition où il va y avoir une implication totale. Je me souviens de certaines éditions, je crois que c'est le Sénégal en 2012, qui se fait sortir dès le premier tour, alors que tout le monde les attendait loin dans la compétition. Parfois, vous avez des équipes, effectivement, qui par le passé sont arrivées, et puis les joueurs n'étaient pas forcément totalement impliqués. On n'est jamais à l'abri. L'Algérie a fait un flop total la dernière CAN. Oui. Ça arrive. C'était la pelouse, Philippe. Oui, bien sûr. Mais on n'a pas eu le sentiment... Bien sûr, j'avais oublié. La pelouse camerounaise. On n'a pas eu le sentiment... J'avais oublié, c'était Japoma. On n'a pas eu le sentiment qu'ils avaient laissé filer. l'Algérie à domicile chez eux là, pour aller à la Coupe du Monde. C'était pas la CAN. Bon, non, donc je pense que moi, oui, non, il y aura grande intensité dans tous ces matchs. Rémi, est-ce que selon vous, le niveau de la CAN, le niveau de la compétition augmente à chaque édition et peut-être justement parce que de plus en plus, les joueurs africains, on y viendra tout à l'heure, mais jouent dans des grands clubs? Oui, on peut le dire que des joueurs sont dans des grands clubs, mais à dire vrai. Et dites-moi vrai. Dire vrai. Dites-moi vrai. Lorsqu'on va dire que les joueurs sont dans des grands clubs, qui à l'époque pouvait jouer, par exemple, comme Samuel Eto'o au Barça et briller? Quand on me parle aujourd'hui des grands clubs, je me pose des questions lorsque vous regardez la foultitude de stars qu'il y a eu souvent dans le continent africain qui évoluaient dans de grands clubs. Ce qui est seulement aujourd'hui, c'est que la CAN est beaucoup plus médiatisée qu'à l'époque. Mais c'est pour ça qu'on dit que lorsqu'on essaie de regarder la valeur intrinsèque des joueurs, moi, je voulais de la dire CAN, les matchs. Parce qu'il n'y avait même pas de... Parfois, en 76, quand vous regardez certaines méga stars, quand vous regardez Gigi Okocha, moi, j'ai bien envie de voir quel joueur africain peut avoir le talent de Gigi Okocha. J'ai besoin de voir une équipe qui peut atteindre le niveau de cette équipe du Cameroun qui avait les Jérémy Njitap et qui avait une foultitude de stars avec les Mboma qui étaient capables de s'imposer dans des grands clubs. Oui, aujourd'hui, les joueurs africains sont certes dans des grands clubs, mais j'ai dit, lorsqu'on essaie de voir à peu près le seul ou les seuls qui sont actuellement dans des grands clubs, c'est Mo Salah et peut-être aussi Osimhen. Bah oui. Mais aujourd'hui, Riyad Mahrez, il est reparti un peu, voilà. On a vu Sadio Mané qui est parti en Arabie Saoudite. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est le niveau global. C'est des joueurs qui ont été capables de s'imposer au très haut niveau. Le niveau global, maintenant, des sélections a beaucoup évolué parce que sur le plan tactique, aujourd'hui, les équipes africaines sont difficiles à battre. Les équipes africaines sont beaucoup plus professionnelles. Donc, c'est des équipes qui sont beaucoup plus collectives qu'individuelles. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on cite une seule star, parce que d'ailleurs, il y a un proverbe africain qui dit « une seule abeille
ne fait pas de miel. C'est une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Voilà. C'est le nôtre. C'est notre- Philippe, il y a une chose, Ah, mais c'est il est là aussi, man. moi je parlais, oui on le voit derrière vous aussi, Men Toubo là quand il a reçu son Café World comme on dit, hein, sa distinction africaine. Philippe, vous qui les suivez aussi depuis si longtemps les Cannes, est-ce que quand même, alors je parle des stars parce que je me dis dans leur sillage, est-ce que on voit une hausse du niveau de jeu parce que de plus en plus aussi jouent à l'extérieur, ou est-ce que c'est comparable à une Coupe du Monde, par exemple, le niveau de la CAN? Non, faut pas Parce comparer. que là, on va avoir des belles pelouses. Hein. D'abord, il ne faut pas comparer parce que le contexte n'est pas le même. Vous n'avez pas la même valeur collective des équipes. Vous avez un contexte de chaleur, parfois, qui influe énormément. Vous ne voyez pas des... Il n'y a pas de génie tactique sur la CAN parce que il fait chaud. Donc déjà, on va commencer par se replier. Dans certains pays européens ou aux États-Unis, je me souviens en 94, on mourait de chaud. Oui, à la tout Coupe à du fait, Monde. tout à fait. Et ça influe sur la qualité du jeu. C'était pas le plus sur la belle, qualité d'ailleurs. du C'est jeu. vrai. Tactiquement, la CAN, ça n'a jamais été quelque chose d'absolument extraordinaire. Et pour diverses raisons. Parfois, on a eu des pelouses lamentables sur certaines CAN. Est-ce que vous attendez à mieux alors là? Oui, je pense que je m'attends à mieux parce que depuis, je ne sais plus quel a été le pic, la catastrophe, je crois que c'était Gabon 2017. Et depuis, la CAF s'est rendu compte que c'était pas possible. Dans le cahier des charges, c'était pas on est possible. sévère Et là-dessus. ils sont devenus. Ça n'a pas empêché qu'il y ait des mauvais terrains. Même en Égypte, il y en avait un qui n'était pas terrible, mais enfin ça allait à peu près. Cameroun, il y a eu le problème de Japoma. Voilà. Et puis vous avez vu quand Ebimpe s'est révélé catastrophique quelques mois avant il y a eu une véritable réaction de fond. Alors qu'avant, on aurait dit « Oh, mais si c'est comme ça, vous n'avez qu'à pas venir. Si vous voulez pas jouer la CAN, tant pis pour vous. » Avant, c'était comme ça. Ah oui, oh, c'est mais le vrai. terrain lamentable, mais pas du tout. Apportez votre terrain sur Mais la pas tête du et venez tout. avec. Mais pas du tout. Il est aux normes internationales. Nous répondait-on, alors qu'on voyait un terrain lamentable où les gens n'arrivaient pas à jouer. Bon, aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience, donc de ce côté-là. Mais vous parlez du niveau. Moi, je pense que le niveau de la CAN souffre quand même du fait qu'il y ait 24 pays maintenant aujourd'hui. Donc, malgré tout, le premier tour, quand même, est très long. Enfin, et quand on passe à l'euro, c'est à peu près la même chose. Pareil, mais c'est plus homogène. Je trouve que la CAN, quand même, souffre de cela. Par contre, le gros avantage d'avoir 24 pays, c'est vrai, c'est que du coup, il n'y a pas d'éliminer de marque. Et du coup, toutes les stars sont là. C'est vrai. Parce que le Nigeria ne se fait pas éliminer en qualification. Quand tu parles de l'homogénéité, là, je ne peux pas être d'accord avec toi. Wow. Parce qu'aujourd'hui, je vais te dire, bien au contraire, le niveau du football africain, aujourd'hui, nous montre que il n'y a même plus de gros à l'abri. Parce que, aujourd'hui, par exemple, tu vas me dire, la Guinée-Bissau, mais on a vu la Guinée-Bissau maltraiter le Nigeria qu'on donnait pour favoriser. On a vu la Guinée équatoriale aujourd'hui qui crée d'énormes problèmes et qui a réussi à atteindre une demi-finale. Donc aujourd'hui, moi, je trouve plutôt que les équipes ont réussi à niveler un peu le niveau de telle sorte qu'il n'y a plus de déséquilibre. Un peu, mais je pense que c'est plus niveler le niveau, Rémi. Ah non. Voilà, je suis désolé. Mais je pense que c'est plus dû au fait, prenez le Sénégal, la dernière édition. Le premier tour, bon, en plus, vous avez des problèmes de Covid et autres, mais le premier tour, en gros, ils gèrent. Parce qu'ils savent qu'ils vont se qualifier. C'est souvent ça, les grandes équipes. Ils vont se qualifier. Ben oui. Match nul, le penalty à la 96e. Mais ils n'étaient pas inquiets. Avec 3 qualifiés par groupe, qualifiés par groupe, comment vous pouvez être inquiet? Enfin, 3 qualifiés dans 4 groupes sur 6. C'est vrai que 66 qualifiés par groupe. Ne sert qu'à éliminer 8 équipes sur les 24. T'as pas peur. Il y a les 2 tiers qui passent, effectivement. T'as pas peur du premier tour. Donc, en principe, mais bon, il y a quand même eu, c'est vrai, le Ghana qui s'était fait sortir au premier tour. Oui, il y en a un. Il y en a un. Le Maroc, en 2013, je me souviens. Oui, mais là, il n'y avait pas encore 24 équipes à cette époque. En fait, plus dur. Voilà, à l'époque, c'était plus sélectif. Maintenant, il y a cette possibilité de se rattraper parmi les meilleurs troisièmes qui fait que tous les gros passent, à moins d'effectivement d'une grosse catastrophe, comme ça a été le cas pour le Ghana et l'Algérie lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Donc, effectivement, personne n'est complètement à l'abri. Mais en principe, maintenant, toutes les grosses équipes passent. Frédéric, oui, quelques messages d'auditeurs, téléspectateurs. C'est le festival des pronostics, là. Yervilan, ARDC arrive et toute l'Afrique tremble. Teli Oumar, Allez Sili National. C'est Samba Djibi également qui nous dit cette année, c'est pour les Mourabitoun. Dedzega, mon favori, c'est le Cameroun. Et puis Teli Meli, là, c'est vrai. Teli Meli qui décrypte le proverbe
de Rémi. Une seule abeille ne fait pas le miel, comme quoi c'est pas juste un joueur qui fait gagner une compétition. Ah oui. C'est ça. Hein. Ah non, mais C'était ça. mon propos mal interprété était dans le sillage des stars. Ça s'améliore. En tout cas, ceux qui évidemment seront en piste les premiers, ça sera donc le match d'ouverture et ce seront les éléphants, les pachydermes, n'est-ce pas? Alors, c'est un animal symbole de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, un éléphant qui court toujours dans la brousse Il y en a plus beaucoup, ivoirienne. je crois. Non, il n'y en a plus beaucoup, ils font même peur aux habitants parce qu'ils cherchent à manger, mais il y en a encore. Et ils sont à la fois symboles de royauté, de puissance et de sagesse. Mais sont-ils fin prêts pour la bagarre, Rémi? Cette équipe, emmenée par Jean-Louis Gasset, sélectionneur français qui travaille avec eux depuis 2 ans. Pour moi, Pour vous, ils sont favoris. expliquez-nous. Contrairement à 84, les Ivoiriens ont été Là où beaucoup vous avez surpris. gagné chez eux, Oui. La Déjà première. à cette... il y a 40 ans. La oui, première, la c'était première la du première. Cameroun. Oui. Et d'ailleurs, ce n'est que les lions indomptables qui sont les véritables adversaires des éléphants. Parce que d'ailleurs, nous, on est arrivés là-bas et on a fait le coup du Sénégal. C'est-à-dire, on est d'abord parti voir le père Houphouët-Boigny. On lui a dit que bon, nous, on est déjà venus là. Tu fais comment, non? Donc, la qualité qu'il a Mais il est répondu plus là, là. Rémi. Bon. Il n'est Maintenant, concernant les éléphants, c'est-à-dire que cette fois-là, il y avait 8 équipes. Il faut rappeler le contexte. Il n'y avait que 8 équipes qui se positionnaient là. C'est notre époque. Mais ce que je constate avec les éléphants, c'est que contrairement à d'autres équipes, ils se sont équilibrés sur toutes les lignes. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez que contre la Zambie, ils ont perdu en juin 2023, je crois que c'était 3-0. Et Jean-Louis Gasset a fait une véritable révolution. Et première des choses, il a était un voulu peu la obligé. cohésion et il a aussi voulu, par exemple, vous voyez qu'il n'a pas pris Wilfried Zaha, qui est pourtant très bon. Mais maintenant, cette équipe a une maturité. Et j'ai toujours peur des équipes qui ont une certaine maturité. C'est-à-dire que le milieu du terrain des éléphants aujourd'hui est rassurant parce que vous avez Franck Essier, vous avez Sangaré, vous avez Seko Fofana. Eh oui, À la tête, vous avez Allaire qu'on croyait qu'il ne peut pas être là. Il y a le petit Elie Boga qui est très très dangereux, sans pour autant oublier que vous pouvez avoir également d'autres alertes qui sont très très fortes. Pour moi, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est vraiment une grande formation parce que d'ailleurs, j'ai vu comment ils ont joué contre le Maroc. Ils ont fait 1-1. C'est eux qui avaient tout le match. Même si finalement, ils ont concédé une égalisation. Pour moi, les éléphants sont bien placés, mais il faut faire attention avec les petites équipes là parce qu'il y a un proverbe africain qui dit l'éléphant est fort, mais il ne parvient pas à attraper le lièvre. Frédéric, cette sélection éléphantesque, elle impressionne? Elle impressionne, si. Parce qu'elle a un pression n'est 12e pas homme. trop fort. Je pense que la clé, ça va être de gérer cette attente incroyable. Hein. On en parlait en début d'émission. pression. Tout le Demandez peuple aux ivoirien Brésiliens. qui est là derrière. Et on entendait là dans la série sur RFI cette semaine les anciens ivoiriens qui disaient mais oui, on était paralysés là dans les années 80, cette CAN à domicile que les Sénégalais ont eu. On attendait tellement de nous, c'était trop. Donc il va falloir gérer cette Après, il y pression-là. a des joueurs qui Xavier ont l'habitude de jouer avec la pression dans cette formation ivoirienne, sûr. notamment dans des grands clubs. Mais il y a quand même un élément qui est important, ça a été le tirage au sort. Ils n'ont pas été gâtés par le tirage. Parce qu'il y a quand même ce choc face au Nigeria qui peut conditionner la suite du tournoi. Guinée-Bissau C'est pour plus démarrer. un grand Non. Nigeria, si. Bah, c'est pas un grand Nigeria, mais s'ils ne gagnent pas, et a fortiori s'ils perdent, ils se retrouvent deuxième, voire troisième de la poule, on ne sait jamais. Ça va être très compliqué. Donc ils se retrouvent tout de suite avec une forme de pression renforcée par cette perspective de ce choc. D'ailleurs, quand on cite les favoris souvent, on cite la Côte d'Ivoire, on cite aussi le Nigeria. On cite l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, bien sûr. Et donc, ça veut dire que c'est le seul groupe où vous avez 2 favoris. Enfin, le Nigeria, Donc- depuis quelques mois, c'est pas très rassurant. Bah oui, mais ça Donc, reste dans le le- groupe du Cameroun, ça reste là, le les Nigeria. 2 lions du Sénégal et du Cameroun, là, il n'y a pas 2 favoris. Ah, pour moi, il y a que le Sénégal qui est favori. Mais bon, Philippe, Franchement, La Gambie. non, pour Philippe, moi, il y a que le Sénégal. cette équipe de Côte d'Ivoire, jouer à domicile, c'est pas forcément signe de gagner. Hein. On voit que depuis Déjà depuis l'Égypte en l'Égypte, 2006, voilà, personne n'a gagné à exactement. domicile. le Cameroun en a fait la meilleure expérience. Ouais, hein. Il y ouais. avait des stades entiers qui étaient pour eux, et puis finalement. Ouais, c'est pas mais le, quand le même. public a rarement marqué des buts. Mais quand même, c'est assez rare. l'équipe, ça doit la motiver d'autant.
Non, mais il y aura une détermination évidente, mais qui peut se transformer aussi en peur parfois. La gestion même vous omettez juste un point, c'est que l'équipe a été extrêmement rajeunie par Jean-Louis Gasset, qui est décidé à faire jouer beaucoup les jeunes. Et les jeunes veulent, ce qui veut dire que le manque d'expérience. Gradel n'est pas quand même un jeune. Hein. Non, mais Gradel, normalement, il joue pas. Ah oui, mais pour vous dire que. Il n'est pas titulaire, Gradel. Ah oui, mais maintenant il est au banc, mais quand même, comme j'ai cité, Gervinho a été très longtemps. Beaucoup de joueurs expérimentés, style Pépé, Gradel ou autres. Jean-Louis Gasset leur a dit globalement, préparez-vous à être sur le banc. Préparez-vous, je vais opter pour les jeunes. Il a une véritable volonté de faire jouer les jeunes. Alors c'est important parce que ça a redynamisé l'équipe. Je trouve que les derniers matchs ont été très convaincants avec une équipe beaucoup plus jeune, beaucoup plus dynamique et quelques cadres un peu vieillissants ou qui jouaient pas assez dans leur club ou autre, il les a un petit peu écartés. Mais le risque, c'est le manque d'expérience d'un certain nombre de joueurs de cette équipe. En tout cas, par rapport à la pression. Il y a dans cette équipe de la Côte d'Ivoire des icônes en devenir, vraisemblablement. Et on a parlé de Sébastien Haller cette semaine, si tout va bien pour lui du côté santé et physique. Il ne sera déjà pas du premier match. Il n'est même pas sur le banc au premier bien sûr. match. On en a parlé cette semaine. Il y a un éléphant qui, lui, est une icône dans son pays, qui a ramené la coupe à la maison. Et ça, c'est une vraie mission. C'était en 2015 avec Yaya Touré, avec Kopa Barry et tous les autres auréolés d'une deuxième étoile. C'est Gervinho, l'infatigable Gervinho. Ses souvenirs de Cannes, il les a racontés à Martin Guez et Yoann Gourlay. J'ai plus besoin de me présenter. Je suis Gervinho, ivoirien, footballeur international. On a fait une bonne CAN. Effectivement, on a perdu en finale au tir au but. Malheureusement, on a fait un bon parcours quand même. C'était une belle aventure avec un sélectionneur national, François Zawi. Tir au but, Gervinho. Au-dessus, Gervinho au-dessus, il a ouvert son pied et le ballon est passé au-dessus de la transversale. Je pense que la vie d'un footballeur, c'est ça. J'étais tellement dessus, toute la Côte d'Ivoire était dessus, mais après, je pense que pour pouvoir faire oublier ça, il fallait tourner la page le plus vite possible et penser à la prochaine CAN. Vu les circonstances où on gagne la CAN en 2015, je pense qu'elle était destinée à nous parce qu'on a raté 2 pénaltys dès les 2 premiers pénaltys. Je pense que ce n'est pas évident de pouvoir gagner une CAN après. Je pense que ça va être encore un peu stressant pour moi de pouvoir tirer encore parce que c'était le même scénario encore. Et Gervinho, lui, il s'est mis derrière le banc. Il ne regarde pas ça. Il ne veut pas voir ça. Il est assis sur une chaise en plastique. Tourne le dos à l'action. Pour l'histoire de la chaise, parce que c'était un stress. J'ai préféré ne pas rater et puis m'isoler, prier dans mon coin. Et donc je regardais les tirs au but à travers les supporters. Et là, Gervinho s'est levé de sa chaise en plastique, de sa chaise de jardin. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique! La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique! L'image qui m'a encore beaucoup plus touché, c'est quand nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire. De l'aéroport jusqu'au stade Félix Houphouët-Boigny, des papas, des frères, des sœurs, des enfants, des mamans avec des enfants au dos, les gens qui criaient, qui pleuraient de joie. Je pense que c'est les images vraiment qui m'ont touché. On a réalisé vraiment on donnait beaucoup de déception quand même à des Ivoiriens parce qu'ils attendaient ce moment-là depuis longtemps. La Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Quels que soient les joueurs qu'on a, du moment que tu vas défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire, tu as cette étiquette-là qui est sur toi. Et donc, les Ivoiriens veulent toujours plus parce que nous sommes comme ça. On a toujours soif. Je pense qu'il y aura plus de pression que les précédentes CAN parce qu'il va falloir rester calme, apporter un plus aux joueurs et soutenir les joueurs parce que je pense qu'ils auront besoin de ça. Plus d'encouragement que de pression. Sortir de cette CAN avec la tête haute. Gervinho, l'une des icônes racontées par Martin Guez et Yoann Gourlay cette semaine sur RFI, il y a aussi Yaya Touré. Alors, quelles conséquences pour les championnats européens que cette fête
qui commence, mais qui commence en plein hiver, au moment où les championnats européens recommencent après la trêve des vacances, sauf en Angleterre, bien sûr, tout le monde le sait. Évidemment, il y a des entraîneurs qui doivent faire un peu la grimace, et je pense à ceux de Liverpool, de Naples, de Marseille, ou même de la Fiorentina, qui ont vu donc leurs meilleurs éléments quitter le navire. La seule Ligue 1 est obligée de laisser partir, puisqu'il y a des textes de la FIFA qui le prévoient, 61 joueurs. Est-ce que les conséquences sont si graves ou exagérées, Xavier? Ils peuvent être absents. J'ai encore dans l'oreille les propos de Jürgen Klopp. Bon courage à Mo Salah, mais s'il peut revenir d'ici 2 semaines, ce serait parfait. C'est-à-dire après le premier tour. S'ils vont au bout, ça fait 5 semaines d'absence. Alors, bon, on sait l'importance de Mo Salah à Liverpool, mais si on regarde la Ligue 1, vous avez cité le chiffre, Annie, l'OM, c'est 7 joueurs absents. On en a déjà parlé dans cette émission plusieurs fois. Oui. Mais comment vous faites quand vous êtes entraîneur, quand vous avez 7 joueurs, c'est un tiers de votre effectif qui est pas là? C'est complètement... On achète d'autres joueurs. Je crois que Longoria, il aime bien faire ça. Oui, mais bon, oui, mais en même temps, c'est pas l'objectif non plus. 61% vide les championnats européens. Ouais, alors, c'est pas que de la Ligue 1, ça peut être de la Ligue 2, du national. Voire même, parfois même... Il y en a 12% qui viennent d'Asie. 1% qui viennent d'Amérique, des Amériques, on va dire. De la MLS. Oui, notamment. Non, mais c'est un vrai souci. Alors, c'est pas propre à l'Afrique, puisqu'il faut rappeler qu'au même moment, il y a la Coupe d'Asie des Nations qui se déroule au Qatar. Donc, il y a des clubs français, par exemple Reims, qui ont des joueurs japonais qui ne seront pas là. Mais là, on râle moins quand c'est la Coupe d'Asie. On râle moins parce qu'il y a moins de joueurs. En proportion. Il y a moins de joueurs, mais je pense que Tottenham, Postecoglou, il n'est pas content non plus de perdre Son. Mais surtout parce que c'est rare que la Coupe d'Asie soit en janvier. Jusqu'ici, la dernière fois, c'était pareil. La dernière fois, elle s'était jouée. Et Son avait d'ailleurs négocié certains matchs. Joueurs, enfin, il avait fait des allers-retours. Comme André Onana, qui a négocié. Non, mais c'est un vrai souci. On l'a déjà parlé. On a déjà évoqué plusieurs fois dans cette émission le positionnement du calendrier international, qui a été un vœu pieux de la FIFA pendant longtemps, fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des championnats qui se déroulent sans les meilleurs joueurs. Et en même temps, c'est normal que la Coupe d'Afrique des Nations se déroule, c'est normal que la Coupe d'Asie des Nations se déroule, que la Copa América, enfin que chaque compétition se déroule quand les confédérations le prévoient. Ce qui est regrettable, c'est qu'il ne puisse pas y avoir une harmonisation. Philippe, est-ce que on crie toujours au loup, on les entend, donc ces entraîneurs, mais est-ce que c'est si problématique? Oui, peut-être quand ils se blessent surtout. Oui, d'abord qu'un joueur qui se blesse, ensuite un joueur qui peut être affecté par un échec à la CAN ou qui peut revenir malade. Bon, voilà, il y a des choses qui arrivent. Il y a aussi l'inverse qu'on ne cite pas souvent. C'est-à-dire les joueurs qui reviennent euphoriques parce qu'ils ont vécu un très bon moment à la CAN et qu'ils reviennent et qu'ils sont bien meilleurs en deuxième partie de saison après la CAN plutôt qu'ils ne l'étaient avant la CAN. Je me souviens de Pierre-Emerick Aubameyang avec oui, Saint-Étienne. Je me souviens de Kalou aussi, Salomon Kalou, qui avait fait une très bonne CAN et qui était revenu à Lille, qui avait fait une deuxième partie de saison canon, alors que tout le monde disait le temps qu'il revienne, mentalement, il sera à Abidjan dans sa tête, ils vont aller saluer le président. Enfin, ça fait qu'une sélection sur 24. Qui revient satisfaite. Oui, non, donc c'est compliqué, ça reste compliqué à gérer pour les clubs qui ont beaucoup de joueurs africains. Non, mais il y a des joueurs qui reviennent satisfaits sans gagner la CAN, heureusement. Ils peuvent être satisfaits de leur parcours individuel. Ou satisfaits du parcours de l'équipe, parce que si on est Gambien, et qu'on va en quart de finale, quand les Malgaches sortent des poules, quand les Comoriens... ils reviennent euphoriques. Ils sont même reçus quasiment comme s'ils avaient gagné. Après, les entraîneurs, ils le savent en début de saison. Globalement, ils le savent. Bon, sauf Marseille, est-ce que c'était Mbemba ou Aubameyang, puisqu'ils étaient dans la même poule, c'était l'un ou l'autre qui serait éliminé. Mais globalement, ils savent qu'ils vont avoir entre 5 et 8 joueurs qui ne seront pas là. Bon, voilà, c'est Chancel qui marque presque plus de buts que Aubameyang. Rémi, André Onana, vous dites qu'il n'a pas négocié. Lui, justement, ça embête bien Erik ten Hag qu'il ne soit pas là pendant la compétition. Pourquoi ça n'embête pas Erik ten Hag que Tottenham ne soit pas avec son meilleur joueur? On s'en fout de Tottenham. Attendez, à une certaine période, il faut arrêter. Erik ten Hag est là. Je ne suis pas l'avocate de Erik ten Hag. Je vous rappelle que André Onana jouait avec Erik ten Hag. Et pour la première fois, Manchester United a été éliminé de toutes les compétitions européennes. C'est un prétexte. Est-ce que c'est parce que André Onana le problème, c'est Onana, c'est pas ten Hag.
qu'un entraîneur veuille garder un joueur. Oui, c'est Onana, effectivement. Vous avez raison. Vous avez raison, Philippe. Le problème, c'est Onana. Il est arrivé retraité de la sélection camerounaise, théoriquement. Mais si vous êtes retraité, partez à la retraite. Non, mais moi, je n'ai jamais vu même LRF qui était ici, qui a dit au revoir, je m'en vais à la retraite, et subitement, LRF revient et dit je suis revenu, et on applaudit LRF. Il n'est pas revenu. Attendez, donc jamais il n'est revenu. Vous comprenez, il n'est jamais revenu. Alors, si vous choisissez de partir, partez en paix. Et si vous avez décidé de revenir, vous n'allez pas dire maintenant que, écoutez, je vais d'abord aider mon club et qui maintenant est disqualifié. Ne refaites pas l'histoire, c'était juste une question. Pour moi, aujourd'hui, je crois que déjà c'est un faux problème, c'est-à-dire que non, mais c'était un exemple. Et je voulais, la FIFA a tranché. Il faudrait que chaque joueur puisse respecter sa nation. Et quand beaucoup, aujourd'hui, vous avez parlé des blessés, des absences, je vais vous rappeler que, oui, Rafinha s'est blessé hier. Ce n'est pas parce qu'il était à la CAN. Oui, Vinicius s'est blessé. Ce n'est pas la CAN. C'était pas le sujet. Frédéric, une question, et sûrement à travers les auditeurs, ça doit se sentir. On a l'impression que c'est une compétition de plus en plus regardée, vue et demandée, la CAN. Oui, c'est des débats qu'on a depuis quelques années, depuis quelques éditions. Ça n'a rien à envier à la Copa América, ça n'a rien à envier, alors peut-être pas un Euro de foot, celui qui aura en Allemagne en juin prochain. La 20e CAN de notre cher Denis Chastel. Non, mais sans citer les concurrents d'RFI et de France 24, vous avez des médias français d'envergure qui vont couvrir cette CAN comme jamais. Mais là aussi, c'est peut-être parce qu'elle est en Côte d'Ivoire et que ça parle un peu plus peut-être aux Européens qu'une CAN en Afrique centrale. Mais les Anglais vont la retransmettre également. Oui, c'est une CAN qui a un rayonnement mondial, on peut le dire. En tout cas, on attend 5000 journalistes qui ont fait des demandes d'accréditation. Ça a un peu conduit les responsables de la CAF et de la communication à s'arracher les cheveux. Mais bon, au moins, c'est sans doute signe de succès. J'arrive par août. Vous avez demandé votre accréditation? Oui, ils ont dit accrédité. Attendez. Ils ont dit Rémi, surtout pas. J'arrive par août et en bicyclette. Pendant que Aebimpe sur la pelouse est en train de se préparer la cérémonie d'ouverture de demain pour cette 34e CAN, eh bien nous, on va aller vers les cartons. Carton jaune. Un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Heureusement que c'était notre unique sujet aujourd'hui, la CAN, parce qu'on aurait pu en parler encore pendant 2 émissions. Mais on y reviendra lundi, évidemment, et ça sera après les matchs, et il y aura encore plus de choses à dire. Pour l'instant, vos cartons sélectionnés par David Finzel. Bonne année 2024. Mes voeux les meilleurs à tout le monde, en particulier Madame Annie, Monsieur Javé Barré et Monsieur Rémi Ngono. Et à tous les auditeurs, moi c'est Amorel depuis Congo. Bonne émission à tous. Ciao et on est ensemble. Bonsoir à tous les chroniqueurs de cette émission qui me tient à cœur. Café des sports tous les vendredis. C'est Diallo Alpha Rabia de la Guinée à Dakar. Pour cette fin de semaine, j'ai un carton vert destiné à la Maison Blanche, le Real Madrid, pour leur performance contre Atlético de Madrid. Remontada, oui, c'est nous les meilleurs. C'est pourquoi il y a un proverbe africain qui dit « N'insultez pas le crocodile pendant que vos pieds sont toujours dans l'eau ». Bonne CAN par anticipation à vous. Bon week-end. Radio Foot, bonjour, je suis Omar Vincent, je vous appelle N'Djamena. Mon carton il est vert s'adresse à Antoine Griezmann, aujourd'hui meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético de Madrid. Il a été patient et il est récompensé. Chapeau Antoine. Bonjour, salut à tous, la Radio Foot Internationale. Moi c'est So Amadou depuis Brazzaville au Congo. Mon carton du jour est le vert pour toutes les nations qui sont présentes à la Côte d'Ivoire pour disputer la CAN 2024. Pour leur souhaiter bonne chance, que la meilleure gagne et que cette CAN soit vraiment la plus belle CAN de toute l'histoire. Carton vert à tous ceux qui sont là-bas, les journalistes, les supporters, les téléspectateurs, les auditeurs, surtout les journalistes de RFI, ceux qui vont nous faire vibrer cette CAN en exclusivité. Merci et carton vert à vous tous. Au revoir et bonne émission. Salut à tout le monde, moi c'est Baye Makomba Diop depuis le Sénégal. Carton vert
à l'équipe nationale du Sénégal. Ce carton, il est vert d'encouragement pour notre équipe nationale qui s'apprête à aller défendre son titre de champion d'Afrique en Côte d'Ivoire. Vous savez, en football, il y a des histoires extraordinaires. Et je vous rappelle qu'en 1992, la Côte d'Ivoire est venue ici au Sénégal gagner la Coupe d'Afrique. Alors nous, on veut faire l'inverse et gagner cette Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Bon week-end à tous. Ciao. C'est Brem Thiam depuis Sénégal, plus précisément à Kaolack. Permettez-moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. Que l'année 2024 soit une année de bonheur, de réussite et de prospérité. Et je voudrais aussi en passant vous donner un carton vert à M. Sadio Mané qui vient juste d'épouser une femme magnifique, une jeune dame vraiment magnifique. Ando manque Djeli Ndamli, Inch'Allah Rabbi, une autre Coupe d'Afrique ici au Sénégal. Bye bye, ciao. Salut la grande équipe de la Radio Foot Internationale, salut Madame Annie, bonne année à vous. C'est Gianni Mopila depuis Pointe-Noire, Congo-Brazzaville, mon carton il est vert et je le donne aux Lions indoptables du Cameroun, les continents camerounais. Bonne chance à vous. Bonne chance à l'équipe du Cameroun, plein de succès, mettez l'air dans la sauce. Salut Radio Foot International, c'est Oumar Baro depuis le Sénégal. J'attribue un carton rouge à André Onana qui nous fait encore du Onana. Déjà en 2017, il avait décliné la sélection camerounaise pour se concentrer à son club, l'Ajax d'Amsterdam. À la dernière Coupe du Monde, il a été écarté du groupe pour des raisons disciplinaires après le match contre la Serbie. Et là, qu'est-ce qu'il nous fait? Il décide de jouer un match supplémentaire avec United avant de rallier la sélection camerounaise et manquera le premier match de la CAN. C'est vraiment pas du respect de sa part. Bonne émission à tous. C'est Eric depuis la République démocratique du Congo. Mon carton est vert pour les Léopards dans son premier match contre la Zambie. Ça sera waouh. Et Ciao, ciao. Je salue Rémi Ngono, mon papa et mon frère. Xavier Barré, Mamani. Ciao, ciao. Vive la CAN. À Côte d'Ivoire. Il chante déjà à Aquaba et je pense que ce refrain, Philippe, il va nous visser dans la tête. Hein. C'est même pas rentrer, c'est visser dans la tête. Il a deux papas, ça, monsieur. Il va rester là. Attends, vous avez Mais parlé. il a une maman aussi. Il a une maman aussi. Allez Rémi, votre carton, de quelle couleur? Jaune. À Kelor Kanga, le Gabon n'est pas à la CAN, mais cependant, c'est la CAF qui ouvre une enquête contre Kelor Kanga, qui bien évidemment se retrouve quand même dans une situation où on découvre que, bon, à Kinshasa, il serait né en 1985, et puis au Gabon, il serait aussi né en 90. Et finalement, Kelor Kanga, on découvre même qu'il est né après la mort de sa mère 4 ans après. Donc c'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui, Kelor Kanga, on ne sait pas s'il est Gabonais, s'il est Congolais, on ne sait pas ce qu'il est. De toutes les façons, une chose est sûre, c'est que le Gabon, aujourd'hui... N'est pas à la CAN. N'est pas à la CAN. Bon, de toutes les façons... Bon. La poule est élevée au village, mais elle est mangée en ville. Bon. Philippe. Moi, un carton vert très simple à toute la nation ivoirienne. Félicitations d'abord pour tout ce qu'ils ont fait, pour l'implication totale vis-à-vis de cette CAN. Et un carton vert d'avance sur le comportement qu'ils vont avoir pendant la CAN. Et ils vont montrer que... Vous préparez votre voyage à Abidjan, là. Je t'applaudis parce que je suis d'accord avec toi. Un vrai pays qui aime le foot. Et ça va faire beaucoup de bien à la CAN. Xavier? Oui, carton vert aussi, et je commence l'année avec plein de bonnes intentions puisque je vais l'attribuer à un joueur du Real Madrid. Oui. Rémi va s'étouffer. Aurélien Tchouaméni. Alors non pas pour ses performances sur le terrain, mais parce qu'il a pris, pendant les vacances, il a pris le temps d'attribuer un message de soutien sur les réseaux sociaux à une association Tombée du Nid qui s'occupe de favoriser l'adoption d'enfants abandonnés pour leur handicap. Et ça, c'est une sacrée cause, une cause difficile et une très belle cause qu'il a défendue. C'est un magnifique cadeau de Noël qu'il a fait à tous ces enfants abandonnés avec un handicap. Magnifique, hein. Et bravo Aurélien Tchouaméni. La maison blanche. Frédéric? Carton vert, je vais être rapide, mais carton vert pour un joueur qui n'est pas à la CAN, il y sera peut-être un jour. Massamba Ndiaye, gardien du Clermont Foot. Normalement, c'est Moridio qui est parti avec les Lions du Sénégal à la CAN. Lui, il était remplaçant, il n'avait pas joué depuis le début de l'année. Séance de tir au but, 32e de finale de la Coupe de France. Il a sorti 3 des 4 tirs au but, Messin. Et Clermont qualifié pour les 16e. C'est vrai.
Le carton de Radio Foot International est rapide aussi aujourd'hui, mais c'est un au revoir. Et au revoir à un certain Endo Star, joueur star du Japon, qui vient de raccrocher les crampons après 26 ans de carrière. Il a 43 ans, il a fait 3 Coupes du Monde, 152 sélections. Et il deviendra l'entraîneur du Gamba Osaka. Et c'est la fin de ce Café des Sports. Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous lundi pour la suite de cette CAN. Merci à tous.